Yeah. Don't give it to me easy. I like a little challenge. When it feels better when you take a little damage. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Science Buissonnière. N'oubliez pas, si vous aimez bien la vidéo, de la liker, d'activer la cloche de notification, de nous laisser un commentaire, surtout de s'abonner. C'est les vacances, donc bonnes vacances à tous. Même à cause du coronavirus, certaines personnes vont partir, mais n'oubliez pas, nous pendant les vacances, en juillet, on ne choque pas, on continue à faire des vidéos. Donc on continue à faire des vidéos jusqu'à fin juillet. En août, bien sûr, on se quitte, parce que c'est les vacances aussi pour moi, et on se retrouvera à la rentrée de septembre pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Mais avant, nous avons parlé de l'effet Vavilov-Cherenkov. Alors rappelez-vous, dans l'une des vidéos, je vous avais posé la question là. Donc c'est une question, je pense, à lui faire cogiter plein de personnes. Ceux et celles qui sont très curieuses ont dû aller regarder qu'est-ce que c'est que l'effet Vavilov-Cherenkov. Et donc la question que je vous avais posée pour ceux qui ne s'en rappellent pas, c'était pourquoi y a-t-il une luminosité bleutée de l'eau entourant le cœur d'un réacteur nucléaire? C'est compliqué. Et bien nous allons découvrir ça aujourd'hui. L'effet Vavilov-Cherenkov. Déjà, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, l'effet Vavilov-Cherenkov est un phénomène physique. Pour ceux qui n'aiment pas la physique, désolé. L'effet Vavilov-Cherenkov a été découvert par deux physiciens russes, Sergei Vavilov et Pavlov Cherenkov. Jusque-là, je pense que c'est simple à comprendre. Maintenant, nous allons passer à la définition. Bon courage. Mais vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer après. L'effet Vavilov-Cherenkov est un phénomène similaire à une onde de choc, produisant un flash de lumière lorsqu'une particule chargée se déplace dans un milieu diélectrique avec une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière dans ce milieu. Et donc, la vitesse de la lumière dans le vide est toujours supérieure à celle de la particule. Ce qui est logique, puisque la vitesse de la lumière va plus vite que la vitesse d'une particule. Bon, vitesse de la lumière, c'est 300 000 mètres par seconde. Alors, qu'est-ce qu'une onde de choc déjà pour commencer? Eh bien, une onde de choc est un type d'onde mécanique ou une autre nature, associée à l'idée d'une transition brutale, elle est créée par une explosion ou un choc de forte intensité. Mes talents de dessinateur. Imaginons le point ici, le gros vert, c'est une bombe, elle a éclaté. Lorsqu'une bombe éclate, il va y avoir ce qu'on appelle des ondes de choc. Et bien c'est ça, c'est la propagation d'ondes de choc. Donc, à partir du lieu où ça a éclaté, les ondes vont se propager. Donc c'est comme en fait les ondes d'un séisme. Voilà. Donc ça va se propager dans toutes les directions. Donc la personne qui se situe par exemple ici, là où il y a ma croix, elle va avoir plus de dommages collatéraux que la personne qui va se situer sur le rond là. Donc nous avons ce qu'on appelle une onde de choc. Et en fait, pour l'effet Cherenkov est similaire à une onde de choc. Concernant les ondes lumineuses, lorsqu'une particule chargée assimilable à un point se déplace plus vite que la lumière dans un milieu transparent comme l'eau. Donc si c'est une particule qui se déplace dans un milieu transparent dans l'eau, elle peut aller plus vite que la lumière. Et bien ce qui se passe, il se produit un flash lumineux. Précisons que c'est dans un milieu transparent, car dans le vide, la particule aurait une vitesse inférieure à celle de la lumière, ce qui est logique. Mais alors, vous allez tous me poser la question, mais qu'est-ce qu'un milieu diélectrique? Et bien en fait, tout simplement un milieu diélectrique. S'il ne contient pas de charge électrique susceptible de se déplacer de façon macroscopique, donc un objet macroscopique, c'est de petites et de grande taille, mais la limite entre les deux dépend du contexte. Donc ça peut être petit et de grande taille, mais ça dépend du contexte.
Le milieu ne peut donc pas conduire de courant électrique et il est souvent un isolant. Exemple, le vide, le verre, le bois, le plastique, même l'eau. Oui, j'ai découvert ça. L'eau. L'eau est un isolant. Alors, oui, ça pourrait paraître paradoxal, parce que je pense que se faire électrocuter dans l'eau, c'est déjà arrivé à quelqu'un. On va reprendre l'exemple de Clo-Clo. Paix à ton âme, je suis désolé. Mais Claude François s'est bien fait électrocuter dans l'eau. Donc quand on me dit l'eau n'est pas un isolant, ça peut paraître paradoxal. Mais dans ce cas-là, oui. Oui, je sais. On en apprend tous les jours. Vous allez dormir en bête. On peut comparer l'effet Vavilov-Cherenkov à une onde de choc d'un avion. Alors pourquoi? En fait, un avion se déplaçant plus vite que le son dans l'air crée une onde de choc sur laquelle les ondes sonores se retrouvent. Alors, je vais refaire mon petit dessin. Oui, moi, mes talents de dessin. Ok, donc vous avez un avion. Voilà. Voilà. Bon, ça ressemble pas trop à un avion, mais bon, c'est pas grave. Un avion, d'accord? Quand l'avion vole, il y a de l'air autour de lui. Mais si l'avion va plus vite que l'air, les ondes vont venir se comprimer au nez de l'appareil. Voilà, donc là, ça va venir se comprimer. Et en fait, lorsqu'on arrive à ce qu'on appelle un Mach 1, alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, j'ai bientôt fait une vidéo sur la vitesse supersonique, subsonique et hypersonique. Lorsqu'un avion arrive à Mach 1, il se produit un phénomène que tout le monde connaît bien, le bang sonique. Et non pas le tonnerre, le bang sonique. Mais vous découvrirez ça dans une autre vidéo. Et donc ça, c'est pour le bang sonique. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, l'air crée une onde de choc sur laquelle toutes les ondes sonores se retrouvent. La correspondance avec l'effet Cherenkov se fait. Si on remplace par exemple l'avion assimilé à un point par une particule chargée et le son par la lumière. Donc c'est-à-dire qu'en fait, l'effet Cherenkov, on peut le comparer à un avion. C'est-à-dire que si on prend l'effet Cherenkov, on le remplace par un avion. Donc l'effet Cherenkov, ça devient un avion. À un point par une particule. Donc la particule, c'est un avion. Chargé. Et le son par la lumière. Donc ça veut dire que l'avion, quand il passe avec on entend le bang sonore et le son. Et bon, donc là, pour l'effet Cherenkov, on va prendre le son et la lumière. Vous m'avez compris? Voilà. Mais alors, dans quoi peut-on retrouver l'effet Cherenkov? Par exemple, on peut retrouver l'effet Cherenkov dans l'espace. Pourquoi? Les phosphènes. Qu'est-ce qu'un phosphène? Les phosphènes, qui se traduit par la sensation de voir la lumière ou apparition de taches dans le champ visuel, y compris les yeux fermés. Des astronautes dans l'espace sont dus à cet effet. Pourquoi? Parce que les particules de vent solaire traversent les liquides des globes oculaires des astronautes. Donc en fait, ça traverse les yeux, quoi. Voilà. Donc là, nous venons de découvrir l'effet Vavilov-Cherenkov. Alors vous allez me dire, le mec, la dernière fois, il m'a posé une question, quel est le rapport? Eh bien, j'y arrive. Vous vous rappelez de la définition au début que je vais vous relire. L'effet Vavilov-Cherenkov est un phénomène similaire à une onde de choc produisant un flash de lumière lorsqu'une particule chargée se déplace dans un milieu diélectrique avec une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière dans ce milieu. Mais alors, c'est quoi le rapport avec la question que je vous ai posée? Pourquoi y a-t-il une luminosité bleutée de l'eau entourant le cœur d'un réacteur nucléaire? Alors, pour ceux qui sont intelligents et qui ont percuté tout de suite, et la voilà la réponse. C'est la définition. Pourquoi y a-t-il une luminosité bleutée de l'eau entourant le cœur d'un réacteur nucléaire? Et là, c'est la définition que je viens de vous lire. Parce que l'effet Vavilov-Cherenkov est un phénomène similaire à une onde de choc, produisant un flash de lumière. C'est-à-dire que l'eau d'un réacteur nucléaire contient autant de particules que vous voulez. Les particules, elles sont chargées en plus. Donc elles se déplacent dans un milieu diélectrique.
Et dans ce milieu diélectrique, si on se rappelle de ce que c'est qu'un milieu diélectrique, un milieu diélectrique, s'il ne contient pas de charge électrique susceptible de déplacer de façon macroscopique, voilà, le milieu macroscopique, le milieu, la limite entre les deux, attendez, je me perds. Oui, donc ça ne peut pas conduire de courant électrique. Donc voilà, donc tout simplement ça ne peut pas conduire de courant électrique. Donc un isolant, le vide, le verre, le bois, l'eau, le plastique. Ok, donc là on a de l'eau. Donc l'eau est isolant paradoxalement. Donc comme on est bien dans un milieu diélectrique avec une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière, donc nous assisterons au phénomène de l'effet Cherenkov. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir des ondes de choc qui vont produire un flash de lumière et l'eau va se teinter d'un bleu scintillant. Donc si vous visitez un jour le réacteur d'une centrale nucléaire, ce qui est génial à voir, c'est pas tout le monde qui peut le voir, moi je l'ai vu mais j'aimerais bien, vous verrez que l'eau n'est pas blanche transparente, mais a une couleur bleu ciel. Et c'est super joli à voir. Voilà. Donc pour moi, l'effet Vanzilov-Cherenkov, c'est réglé, c'est fini, on n'en parle plus. Donc j'espère que vous aurez appris quelque chose aujourd'hui, vous aurez vous coucher moins bête. J'espère que ça vous servira, c'est une anecdote comme ça amusante. Donc dans la vie de tous les jours, c'est pas un effet hyper utile, mais c'est quand même amusant de savoir, quoi, parce que c'était une anecdote comme ça amusante. Donc voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne. Voilà. Je vous souhaite de très bonnes et belles vacances à vous. Moi malheureusement je pars pas, donc voilà. N'oubliez pas aussi que bientôt il va y avoir la pluie des étoiles filantes, donc les Perséides, le 12 août. Donc n'oubliez pas, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur la pluie d'étoiles filantes, d'aller voir. Si vous êtes passionné d'astrophotographie, n'hésitez pas à m'envoyer des photos, des images de la Lune, des planètes avec vos télescopes, vos jumelles, tout ce que vous voulez. Et nous, si on a énormément de photos, on essaiera de faire un montage pour pouvoir faire une petite vidéo de 5 minutes, voilà, pour montrer le travail que vous avez réalisé. Voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, on la like. N'oubliez pas de faire des photos pour la nuit des étoiles filantes du 12 août. Ne l'oubliez pas, sortez, allez les voir, c'est magnifique. Il y en a énormément, il y en a de 80 à 90 par heure de bolides de feu. Donc, il faut vraiment sortir, c'est hyper joli à voir. Voilà. Et puis elles sont très visibles parce qu'on la voit arriver, on la voit arriver dans le sens du terme, et puis quand elle passe, ça peut faire des petits flashs lumineux, donc c'est très simple à voir, c'est moins compliqué d'aller voir par exemple les Ursaura Majorida. Voilà. Je vous souhaite de bonnes vacances à tous. N'oubliez pas, le coronavirus est toujours parmi nous, donc n'oubliez pas les gestes barrières dans votre camping, ça serait dommage d'être malade. Ah ouais. Et puis, à bientôt, on se retrouve pour un nouvel épisode dans Sciences Buissonnières, et la prochaine fois, on verra un autre effet que vous connaissez forcément, parce que vous l'avez vu en physique-chimie, c'est l'effet Joule. Et pas l'effet Joule, oui, parce que c'est pas le même rapport. Voilà. Bon allez, à plus, et n'oubliez pas, la prochaine vidéo sur les effets, ce sera l'effet Joule, et je ferai une vidéo sur la vitesse. Nous ferons un rappel sur qu'est-ce qu'une vitesse subsonique, une vitesse supersonique, l'hypersonique, qu'est-ce que le cône de Mach, qu'est-ce que le banc sonore, et tout ce qui va avec. Voilà. A plus, bonnes vacances, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur Sciences Buissonnières. Ciao!